de vous être déplacés, alors que beaucoup d'entre vous viennent de vivre les 3 jours éprouvants des discussions budgétaires en Rhône-Alpes. Il paraît qu'en PACA, c'est expédié en quelques heures. Bon, autre temps, autre lieu, autre mœurs, en tout cas. Bon. Je suis particulièrement heureux de m'exprimer en présence de mes collègues du Conseil régional et aussi d'anciens collègues. Vous connaissez M. Barbier, Mme Dauphin-Fategno, M. Roman, et notre ami Hugues Petit qui fait passer des examens à l'Université de Grenoble n'a pu être des nôtres, et certains, hélas, ont déjà quitté cette terre, mais veillent sur nous de là-haut, j'en suis sûr. En ce qui me concerne, comme vous le savez, permettez-moi de commencer par un fait personnel. J'ai présenté ma démission, je présenterai demain au préfet de région ma démission du Conseil régional de Rhône-Alpes. Je voudrais être parfaitement clair sur les raisons de cette démission. Je démissionne parce que mon mandat européen est trop absorbant pour être cumulé utilement avec un mandat régional. Dans la nouvelle configuration qui est la nôtre, et depuis le très grand succès que nous avons remporté aux élections européennes, qui nous a fait passer à 23 élus, sans compter nos partenaires étrangers, il y a une implication, notamment dans le travail des commissions. Et je dois dire que, Dieu sait, ceux qui me connaissent savent à quel point j'ai été critique, et je le reste, des socialistes, mais une des rares bonnes choses, me semble-t-il, que fait le gouvernement socialiste, c'est de s'efforcer quand même de limiter le cumul des mandats. Le nouveau président de notre groupe au Conseil régional Rhône-Alpes, il n'y a pas eu de candidature concurrente qui se soit manifestée, comme ça aurait pu être le cas, et avec l'entier aval de nos instances nationales, et notamment notre présidente Marine Le Pen, sera Christophe Boudot, que vous connaissez déjà pour être élu lyonnais, élu à la métropole, et il continuera d'être assisté, comme par le passé, par Charles Perrault, vice-président du groupe, et vous le savez, élu de la Loire. Je pense d'ailleurs que le bureau certainement se complétera par la suite, mais il appartiendra à mes collègues qui sont ici d'en décider avec le vice-président et le nouveau président. Je préfère peut-être devancer certaines questions qui ne manqueraient pas de survenir. Serais-je candidat aux prochaines élections? Eh bien, précisément, je vais avoir le temps, quand même, pendant quelques mois, d'y réfléchir. Je n'exclus pas d'être candidat à une élection régionale, mais j'exclus désormais formellement le fait de cumuler la fonction de député européen avec celle de conseiller régional d'opposition. Donc je pèse mes mots, je n'exclus pas d'être candidat à une élection régionale, mais j'exclus formellement celle de cumuler la fonction de député européen avec celle de conseiller régional d'opposition. Cela peut paraître un peu présomptueux, mais je crois que la fonction d'élu d'opposition, et mes collègues le savent bien, avec lesquels j'ai eu l'occasion d'en discuter à plusieurs reprises, et encore autour de ce déjeuner convivial, savent à quel point cette fonction est à la fois frustrante et nécessaire. Frustrante parce que l'élu d'opposition, c'est la vox clamantis in deserto, la voix de celui qui crie dans le désert. Bien évidemment, il y a des majorités. C'est vrai que les amendements, qu'ils soient présentés, qu'ils ne soient pas présentés, pour reprendre la polémique qui a agité modérément la région en ces jours-ci, bon, en tout cas, ils n'ont aucune chance, ou pratiquement aucune, d'être acceptés. C'est un rôle que, personnellement, j'ai tenu, je crois, avec assez de pugnacité et d'assiduité, et honorablement, pendant 29 ans. 29 ans, ça fait beaucoup dans la vie d'un homme, et qui passe plus vite qu'on ne se l'imagine quand on est jeune. Bon. Car j'ai été élu, pour la première fois, à la surprise générale d'ailleurs, à la fois député et conseiller régional. Ça fait une entrée fracassante avec 12 élus au conseil régional.
et 2 élus à la députation, alors que même ma propre élection, je conduisais la liste à l'époque, avait été mentionnée par absolument personne comme possible, sauf, je crois, par le tout Lyon moniteur judiciaire qui avait dit peut-être Gollnisch siège éjectable. Bon, on donnait, je me souviens à l'époque, 4 élus absolument sûrs à la liste que conduisait Raymond Barre, 5 très vraisemblablement, 6 potentiellement. D'ailleurs, le 4e de liste avait déjà acheté un studio près du Palais Bourbon, et la liste de M. Barre en a passé que 3, et la liste du Front National en a passé 2. Voilà, excusez-moi d'évoquer les souvenirs un petit peu d'anciens combattants. Je n'exclus donc pas, au risque d'être présomptueux, de me présenter aux élections régionales, que ce soit dans cette région ou un peu plus au sud, car je reste élu, je vous le rappelle, de la région Rhône-Alpes. Donc je n'ai pas fini de peut-être vous solliciter. Je reste élu de la région Rhône-Alpes, car je suis élu de ce découpage qui ne correspond pas à grand-chose, mais enfin, nous nous efforçons d'agir dans le cadre de lois que nous n'avons pas décidées, que nous n'aurions sans doute pas votées, mais qui s'imposent à nous. Je rappelle que sur le plan des circonscriptions européennes, la région Rhône-Alpes, comme la région PACA, comme la Corse d'ailleurs, ça me donnait l'occasion peut-être de faire quelques incursions dans ce beau pays, pour y manger des oursins, mais seulement pendant la période autorisée. Hein, bon. Eh bien, PACA, Rhône-Alpes et Corse font partie de ma circonscription européenne. Enfin, nous sommes quand même 5 élus sur cette circonscription, ce qui a été là aussi un coup de tonnerre politique, et ce qui a valu déjà, d'ailleurs, à 2 de nos collègues de quitter l'Assemblée, étaient représentés par Mme Gregg et M. Comet. Je pense à Dominique Martin et à Mireille Dornano, voilà, qui sont élus, l'un de Haute-Savoie et l'autre de l'Isère, bon, et qui ont été remplacés, conservant cependant leur mandat municipal, qui témoigne aussi d'un enracinement. Si toutefois j'étais candidat à des élections régionales, encore une fois, ce sur quoi je vais réfléchir, et je vais y réfléchir évidemment conjointement avec les instances nationales de notre mouvement, et notamment avec le bureau politique dont Christophe Boudot et moi-même faisons partie, dont Charles Perrault a fait partie, et qui fera fonction de commission d'investiture pour ces prochaines élections. Mais si je repartais dans des élections régionales, ce serait avec l'idée de siéger dans un exécutif, voire peut-être d'en assumer la direction. C'est un peu présomptueux, c'est d'ailleurs la démarche qui a été la mienne lors des élections municipales. Quand je me suis présenté aux dernières élections municipales, j'ai dit très clairement, ça avait au moins le mérite de la clarté vis-à-vis des électeurs, je suis candidat à la fonction de maire, je ne suis pas candidat, je ne suis plus candidat à la fonction de conseiller municipal d'opposition. C'est encore une fois une fonction tout à fait légitime, tout à fait honorable, tout à fait nécessaire, que j'ai exercé au temps de la présidence de M. Barre, qui pourtant ne m'a pas tenu rigueur de mon opposition, puisque sa dernière grande interview qui avait fait un certain bruit, je dois dire, à France Culture, interrogé sur le soutien moral qu'il m'avait apporté, alors que j'étais assez persécuté par les pouvoirs en place de toute nature. Il avait dit, il a eu la bonté de dire que, en plus, c'était un excellent conseiller municipal. Voilà, bon, quand j'étais maire. Bon. Honneur lui soit rendu de ne pas avoir apporté à l'époque sa petite pierre à ma lapidation générale. Bon, on ne peut pas en dire autant de M. Touraine, quelques autres. Fermons la parenthèse. Donc, comme je l'avais dit au moment des élections municipales, si je suis candidat, c'est pour être maire. Si je ne suis pas maire, je n'en ferai pas du tout une maladie. C'est aux électeurs de décider, mais je céderai la place au suivant pour tenir cette fonction indispensable. Pourquoi est-elle indispensable ? Je le rappelle très brièvement, c'est parce que, d'une part, en démocratie, elle est nécessaire au débat. Elle est nécessaire pour que les électeurs puissent prendre conscience des positions des uns et des autres, des enjeux, pour préparer le futur, pour préparer les futures élections, car les minorités d'aujourd'hui ont bien évidemment vocation à être les majorités de demain. Et je quitte mon cas personnel, qui est d'après tout d'assez peu d'intérêt,
pour en venir à ce qui était le sujet annoncé de ce point de presse, à savoir les départementales et les régionales, avant de répondre à vos questions. Les départementales et les régionales se présentent bien, je dois le dire, pour le Front National. Elles se présentent même très bien. En ce qui concerne les départementales, vous me permettrez quand même au passage, je ne suis pas le seul à l'avoir fait, j'ai vu que M. Schricki de l'UMP l'avait dit très justement, de stigmatiser l'état de totale impréparation et d'incohérence qui est celui de l'État. C'est véritablement du jamais vu depuis le début de la Ve République, et je crois depuis le début de la République, encore que peut-être que sous le Directoire, il y avait, passez-moi l'expression, un bordel comparable, c'est possible, mais enfin, on n'était plus habitué à cela. C'est-à-dire que la situation est la suivante, n'est-ce pas? À quelques mois de l'élection, à 2 mois de l'élection, on ne sait toujours pas exactement quelles seront les compétences des départements. On ne le sait pas. On ne sait pas d'ailleurs non plus exactement à quel moment auront lieu ensuite les élections régionales. On ne sait pas si elles auront lieu au terme, avant le terme, après le terme. Ce qui est d'autant plus extravagant que, je vous le rappelle, les dépenses électorales sont ouvertes un an avant l'élection. Il y a donc le plus grand intérêt à savoir à quel moment exactement a lieu l'élection. Nous sommes à cet égard dans le brouillard le plus complet. Un autre aspect quand même de la politique, c'est typiquement socialiste, je crois, c'est le régime électoral dans lequel nous avançons. On a divisé le nombre de cantons par 2. Ça a été une ordalie incroyable, comme on peut se l'imaginer. Un certain nombre de chefs-lieux de canton ont été privés de cette dignité, beaucoup évidemment de notables, quelquefois légitimement, se sont émus de voir que leur canton disparaissait, à commencer par un cas illustre, qui est celui de Mme Bernadette Chirac, par exemple. Bon, on a divisé le nombre de cantons par 2 pour diminuer le nombre d'élus, en faisant accroître au bon peuple. Il paraît que c'est nous qui sommes populistes. Je crois que c'est un argument d'une médiocrité incroyable, qu'on allait faire des économies sur les indemnités des élus. Sauf que, une fois le nombre de cantons divisé par 2, on multiplie le nombre d'élus par 2 et le nombre de candidats par 4. C'est-à-dire qu'avant, Bitru ou Jacqueline, etc., pouvaient se présenter individuellement à une élection cantonale. Maintenant, il faut 2 candidats, ou plus exactement, un candidat et une candidate. Bon. Et il faut que ces 2 candidats par canton, s'ils sont élus par paire, en quelque sorte, soient assortis de 2 suppléants, un suppléant et une suppléante. Avec les socialistes, il y a la parité dans tous les domaines, sauf dans le mariage. C'est quand même assez paradoxal, à mon avis. Nos perspectives sont extrêmement brillantes. Dans l'un, le lancement officiel de la campagne aura lieu le samedi 14 février. L'invité est Nicolas Bay, notre jeune, j'ai tendance à trouver jeunes tous les gens qui sont plus jeunes que moi. 37 ans, c'est jeune, 37 ans. Bon, notre jeune secrétaire et nouveau secrétaire général. En Ardèche, monsieur Grangis, ici présent, je lui ai demandé de se lever, qui est notre responsable départemental, va très prochainement présenter la liste de ses candidats. Dans la Drôme, d'ores et déjà 19 binômes de candidats sont pourvus et investis sur les 19 cantons. Je vous rappelle que la Drôme avait réalisé de très bons résultats depuis 2011 au cantonal, ainsi qu'à toutes les échéances depuis. Lors des municipales de 2014, ils ont obtenu des élus dans toutes les plus grandes communes des départements, et aux européennes, comme ailleurs, ils sont arrivés en tête. C'est dire que les 2 leaders, Joël Cheval, notre ancien collègue, et Bernard Pinet, ici présent, qui animera dès ce soir d'ailleurs une réunion à Valence, en présence de Madame Valérie Lopine, de nos élus, qui est professeur de collège et qui animera une réunion sur l'éducation dans les collèges et dans les lycées. Il a toutes les raisons d'être optimiste. Monsieur Philippot, notre vice-président, tiendra un meeting à Valence pour les élections départementales avec l'ensemble des candidats. La date n'est pas encore prévue. 14 février. Le 14 février, voilà. Dans la Loire, chère à Charles Perrault, mais qui n'en est plus le responsable, c'est Madame Sophie Robert,
voilà, ici présente, que vous connaissez déjà, 21 cantons, 21 binômes très professionnels se forment depuis le mois de septembre. Tous les dossiers sont prêts à être déposés, les comptes de campagne sont ouverts, sabotage, les équipes de militants très motivés sur le terrain, bon, et prêts à assumer peut-être les responsabilités du département. Dans le Rhône, 13 cantons pourvus sur 13, les cantons de Genasse, de Glaisé, de Vaugneray, de Thizy, c'est le petit département du Rhône, ce qu'il en reste, puisque les 2/3 du département en population ont été absorbés par la métropole de Lyon. Il est évident que, oui, les 3/4 en superficie, enfin, bon, non pas en superficie, en habitants, et les 2/3 en superficie. Il est évident que il n'y a pas de ressources suffisantes. Il n'y a pas de ressources suffisantes dans ce Rhône vert qui est désormais coupé de sa conurbation avec à l'heure actuelle et qui a encore la charge du musée des confluences, hein, cher à M. Mercier, 300 millions, des emprunts toxiques à hauteur de 260 millions. M. Mercier lui-même ne se représentera pas après 37 ans de mandat. En Haute-Savoie, nous sommes arrivés premiers dans tous les cantons européennes. 17 cantons sur 17 sont pourvus et nous serons partout au deuxième tour. Je pense que notre ami Dominique Martin a des chances de gagner le canton de Cluses, où il a réuni près de 40% aux élections de 2011. Marine Le Pen viendra pour un meeting au Parc des Expositions à La Roche-sur-Foron. C'est très bientôt, c'est le 7 février à 15h. Voilà, je vous signale, le 7 février à 15h, je crois que j'avais même des prospectus. Non, je ne sais plus ce que j'en ai fait. Bon, on va vous les donner, si on en retrouve. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Viendront ensuite les élections régionales. J'ai dit que Christophe Boudot assumait la présidence du groupe jusqu'à l'issue du mandat. Je ne peux pas me prononcer, évidemment, en dehors de nos instances officielles qui le feront en temps utile et après examen des candidatures sur sur la personnalité qui sera la tête de liste du Front National. Mais c'est vrai que, en tant qu'il sera président du groupe sortant, il a certainement vocation à être candidat à la candidature. Nous en discuterons, je crois, très fraternellement entre nous à cette époque. Je pense pouvoir vous dire que vous rappelez que ces élections régionales s'annoncent bien. Également, le scrutin est proportionnel, comme l'a été le scrutin proportionnel des élections européennes. Alors, je sais bien que comparaison n'est pas forcément raison. Entre-temps, j'ai retrouvé les invitations au meeting de Marine Le Pen à La Roche-sur-Foron. Voilà. Malheureusement, je n'en ai que 2 sur moi. Est-ce que je pourrais avoir les dossiers de presse avec les projections? Les projections, ah voilà, elles sont ici, pardon. Les projections de l'élection, c'est quand même très intéressant. J'ai fait faire le calcul, enfin il est assez simple à faire, hein, sur 3 colonnes d'un tableur Excel. Projection des européennes 2014 sur les régionales 2015. Bon, vous me direz, ce ne sont pas les mêmes circonstances, peut-être que l'abstention sera moindre, peut-être que la politique aura changé, peut-être que M. Hollande, à force de présenter ses condoléances, d'aller de commémoration en commémoration, de manifester toute la compassion qui se doit aux victimes des politiques qui ont été menées quand même jusqu'à présent, va remonter encore prodigieusement dans les sondages, et le Parti socialiste avec lui. C'est possible, ça ne nous inquiète pas beaucoup. Toujours est-il qu'à l'heure actuelle, d'après nos calculs que je vais vous communiquer, je vous rappelle que le Front National est arrivé en tête dans ce que l'on appelle la grande région, l'absurde région Rhône-Alpes-Auvergne. Je dis absurde région Rhône-Alpes-Auvergne parce qu'en dépit des incantations de M. Kéran et de membres de sa majorité, je ne vois aucun enthousiasme dans cette affaire, et surtout pas, d'ailleurs, de la part des Auvergnats. D'ailleurs,
Il y aurait beaucoup à dire sur ces Auvergnats, parce que j'étais l'autre jour à Montluçon, dans l'Allier, et je peux vous dire que déjà, ils supportent plus ou moins bien la tutelle de Clermont-Ferrand. Alors, se voir, moyennant un très petit nombre d'élus, dirigés depuis Lyon, cette absurde réforme, au moment où l'on parle de supprimer les départements, il faudrait par conséquent, au contraire, rapprocher les régions des électeurs, cette absurde réforme ne fera pas, je prends le pari, gagner un seul centime. Je pense par exemple, d'ailleurs, il suffit de prendre l'exemple, Clermont-Ferrand, le nouvel hôtel de région vient d'être inauguré pour 80 millions. Lyon, celui de... M. Kéran n'aime pas qu'on le lui rappelle, a été inauguré il y a 2 ans pour un montant de 250 millions. Il est évident que, contrairement à ce que j'avais annoncé, non pas à cette session-ci, mais à la précédente, lorsque le sujet a été évoqué, on ne va pas construire, on ne va pas les raser ou les affecter à d'autres utilisations pour en construire un nouveau à l'épicentre de la région, dans la paisible bourgade de Sainte-Agathe-la-Boutresse, hein, une forêt. Bon, donc on va faire ce que nous faisons au Parlement européen, c'est-à-dire qu'on va se balader un coup à Clermont-Ferrand et un coup à Lyon. Et à chaque fois, évidemment, avec les frais de déplacement, les frais d'hôtel, les frais de transport, exactement comme ce que l'on stigmatise entre Strasbourg et Bruxelles. Et comme on aura une immense région qui sera séparée du conseil régional, eh bien, je vous le donne en mille, je prends les paris. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va faire des antennes départementales, et même pas seulement départementales, des antennes dans les pays, ou des antennes dans les arrondissements, dans les sous-préfectures, etc. Par conséquent, cette réforme d'économie va coûter très, très, très cher aux contribuables. Mais là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que le Front National est arrivé en tête avec 22,9%, presque 23%, devant l'UMP, un peu moins de 21%, le PS, 13%, et alors diverses listes indépendantes que l'on retrouvera sans doute, au moins pour certaines d'entre elles, lors de cette élection régionale. Je pense que le Front de gauche, je serais étonné qu'il fasse alliance dès le premier tour avec le Parti socialiste. Eh bien, il a réalisé 6% quand même lors de l'élection régionale. Europe Écologie Les Verts, qui sont en perte de vitesse, et je pense que la palinodie à laquelle nous avons assisté, assez stupéfiante quand même, hein, où les élus du groupe Écologie Les Verts disaient, votaient les uns oui au nom du groupe, et les autres non au nom du groupe. Moi, j'ai toujours pas compris. Ce que je sais, c'est que les élus peuvent se prononcer indépendamment, il n'y a pas de mandat impératif. À la limite, un élu a le droit de voter contrairement aux indications de son groupe, du bureau du groupe ou de la majorité du groupe. Mais alors que les uns votent une chose au nom de leur groupe et les autres autre chose au nom du même groupe, ça, jusqu'à présent, je n'avais jamais vu une pareille violation du principe aristotélicien de la non-contradiction. Enfin, bon, on apprend à tout âge. Donc, Europe Écologie Les Verts, dont on a vu que les relations se tendaient très nettement avec les socialistes. Quand M. Kéran dit qu'il va repartir avec des écologistes responsables, ça veut dire qu'il va partir avec des écologistes qui lui sont favorables. Il faut traduire en bon français, si j'ose dire. Bon, ben, je ne sais pas s'il en trouvera beaucoup. Et puis l'UDI, ma foi, l'UDI, 9,55%. Bon, eh bien, écoutez, notre petite pelote, elle est plus grosse pour le moment que celle de nos concurrents. Et par conséquent, la région Rhône-Alpes-Auvergne, c'est très loin d'être gagné. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais c'est gagnable. C'est pas impensable. On a vu des choses beaucoup plus surprenantes dans l'histoire. C'est en tout cas tout le bien que je nous souhaite. Et je conclus en vous remerciant. Je ne vous fais pas des adieux définitifs, parce que je reste encore une fois un élu de la région, malgré tout. Je vais vous faire remettre j'espère qu'il y en aura assez pour tout le monde, nos petits dossiers de presse, auxquels j'ai joint une petite plaquette déjà ancienne, mais pour ceux qui me connaissent mal, imprimée par nos soins et qui dit plutôt du bien de moi, parce que si j'attends que les adversaires le fassent, eh bien, je devrais m'armer de patience. Et comme il y a des photos, c'est une lecture qui permet de s'endormir le soir de façon moins désagréable qu'un traité de théologie thomiste.